le fait d'être mère te fait changer d'étape. Automatiquement, tu ne te vois plus en tant que jeune fille. Tu te dis, moi j'ai peut-être fait certaines erreurs, mais j'aimerais pas mettre mes enfants dans cette position. Donc, faire subir mes erreurs aussi aux enfants. Faire subir et ça te fait mûrir. C'est un processus qui se fait vraiment, je dirais, naturellement, parce que tu tiens à protéger ce qui vient de toi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Superwoman, le podcast qui met en lumière les femmes inspirantes et motivantes d'Afrique. Aujourd'hui, je suis avec une femme très spéciale que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Son histoire m'a beaucoup touchée et j'ai tenu à ce qu'elle partage son expérience aujourd'hui. Elle s'appelle Dari Dwid. Elle est directrice d'une agence de communication spécialisée dans la sonorisation. Elle est maman de 2 enfants, dont un avec un besoin spécifique. Et aujourd'hui, on va parler des défis de la maternité, de l'entrepreneuriat et surtout quand on a un enfant avec des besoins spécifiques. Bonjour Dari. Bonjour Ami, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va très bien. Oui. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Déjà, qui es-tu? Dis-nous, quel est ton parcours professionnel? Comment tu te retrouves dans la sonorisation, etc. Dis-moi. Waouh. Ben, écoute, déjà, je suis Dari Dwid. Je suis maman de 2 enfants, une fille qui a 16 ans et un garçon qui a 12 ans. Wow. Et qu'est-ce que je peux bien dire? Je suis à la tête d'une structure de communication qui s'appelle 360 degrés. On a commencé avec la location de sono en 2015-2016. Après, on a eu la salle de répétition, le studio d'enregistrement et maintenant, on est beaucoup plus dans la production de films et voilà, on est vraiment dans la production audiovisuelle. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier, on va dire tout simplement? C'est assez rare. Moi, je n'ai pas encore vu de femme qui soit dans ce métier justement de location de matériel. Voilà, j'en ai connu une d'ailleurs, bisous Carmen. Mais surtout sur la partie développement de tout ce qui est sonorisation. Dis-moi un peu comment tu rentres dedans. Alors, c'est un projet déjà 360, c'est pas un projet qui naît en 2015. Quand j'étais plus petite, mes parents me demandaient toujours qu'est-ce que tu veux faire. Et quand je regardais la télé, je voyais les dames à la télé, ça me plaisait. Et de nature, je suis beaucoup timide. J'ai toujours voulu être derrière la caméra, enfin, être dans cet univers, mais toujours en train de produire, en fait. D'accord. Et j'avais ce projet-là depuis ma classe de 6e. C'est quelque chose que j'ai même eu à écrire, en fait. J'ai même eu à écrire le projet. Et quand l'opportunité s'est présentée à moi... La classe de 6e. Oui, depuis la classe de 6e, c'était dans ma valise. La vision, il faut dire la vision. Voilà, c'est ça, la vision. C'était dans ma valise. Et puis, bon, après, la vie a suivi son cours. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée, on y allait, voilà. D'accord, ok. On va parler de ce métier-là. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans cet environnement concrètement en tant que femme entrepreneur aujourd'hui? Bon, ce que je peux dire à ce niveau, en ce qui concerne les difficultés, elles sont de tous ordres. Alors, on a déjà le fait que c'est un milieu, enfin, je pèse un peu mes mots. Au début, quand j'intégrais le milieu, il n'y avait pas vraiment de femmes. C'est ça. C'est ça, donc, en fait. on voit une jeune dame qui arrive toute menue, qui dit qu'elle veut être dans le son, qui fait de la location. C'était un peu intriguant pour certaines personnes. Et ça, il y avait son charme aussi. Donc, beaucoup de personnes m'approchaient pour savoir un peu pourquoi. Et moi, ça me plaisait. Voilà, ça me plaisait. Et j'aimais bien partager cette passion, guillemets, avec Et tu fais aussi des voix off? Oui, il m'arrive de faire des voix off. Voilà, j'ai commencé avant de sortir d'Abidjan en 2003-2004. Avec un grand frère qui était à l'époque à Radio Jam, voilà, qui de temps en temps m'appelait, viens, je vais te former. Et puis c'est comme ça, j'avais ça, j'ai commencé à travailler un peu pendant les vacances, un peu avec eux, en cachette un peu. Et puis bon, quand l'opportunité s'est présentée encore, on l'a mis en avant sur des projets personnels. Voilà. Alors moi, je dois dire que Dari est très timide, effectivement, et très, je dirais pas réservé, mais très humble dans sa façon d'approcher les choses. Ça m'a beaucoup marqué. Tu vois, il dit l'opportunité s'est trouvée. Voilà, c'est pas forcément un coup de chance. Il faut aussi nous expliquer ce sur quoi tu as travaillé. Quels sont ces moments qui t'ont montré qu'il fallait vraiment te battre pour pouvoir te faire ta place finalement? Alors, pour être vrai, quand je suis sortie d'Abidjan en 2004,
Je suis allée faire des études à l'étranger. Et puis, bon, j'étais un peu au Maroc, je fais la Tunisie. Et j'ai beaucoup tourné. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu à faire mes enfants. Oui, D'accord. J'ai eu ma fille j'ai eu ma fille à Tunis. Mon fils est né à Dubaï. Et puis, des choses se sont passées et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Et c'est quand j'ai eu les enfants, après, je veux dire, une fois que je rentre à Abidjan, la séparation étant là, avec le père, avec le père des enfants, je me suis dit, Dari, tu vas pas baisser les bras. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te mettes à travailler parce que tu n'es plus seule. C'est ça. Et voilà, c'est comme ça que ça passe. Et donc, du coup, on va revenir en arrière. Hein. Justement, on va se focaliser sur Dubaï. D'accord. De l'expérience justement de la grossesse. Donc, on comprend que tu t'es pas encore lancé dans l'entrepreneuriat. On va dire que tu es vraiment dans ton couple, dans le développement de ta relation et de ton mariage. C'est ça. Et donc, tu te focalises dessus, tu tombes enceinte une fois, la fille, deux fois le garçon. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La relation ne marche pas. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Parce que bon, après, c'est le père de mes enfants. Je n'ai pas envie vraiment de l'exposer. Oui, ce n'est pas le sujet d'ailleurs. Voilà, mais la relation, elle ne marche pas. Et elle ne marche pas. Et puis, elle finit par s'arrêter. Et tu te retrouves seule à je me retrouve seule avec les enfants. Voilà, je me retrouve seule avec les enfants parce que quand je dis que la relation ne marche pas, déjà au niveau du travail du père des enfants, les choses commencent à se compliquer. Et bien entendu, ça agit sur le foyer. Voilà, ça agit sur le foyer. Et c'est dans cette même période également que je suis enceinte du garçon. Donc, la pression commence à être de part et d'autre parce que lui, il faut qu'il ait un emploi et il faut aussi qu'il s'occupe de sa femme et, de son ex-femme aujourd'hui, de sa femme et des enfants. Voilà, la femme enceinte, il y a déjà une fille et bon, vous savez un peu les foyers, quand il n'y a pas d'entrée, quand il n'y a pas de contrat, c'est les bagarres, c'est beaucoup de choses. Et puis, en général, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à trouver une solution qui n'est pas forcément la solution pour le foyer, c'est beaucoup plus d'autres problèmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, dans cette période-là, quand on traverse ces difficultés, on pense beaucoup, on réfléchit et on se dit, bon, quand une opportunité va se présenter, il va falloir qu'on la saisisse parce que le fait d'être mère te fait changer d'étape. En fait. Oui. Automatiquement, en tout cas pour moi, tu ne te vois plus en tant que jeune fille. Tu te dis, moi j'ai peut-être fait certaines erreurs, mais j'aimerais pas mettre mes enfants dans cette position. Donc, faire subir mes erreurs aussi aux enfants. Subir, et ça te fait mûrir. Ouais. Voilà, ça te fait mûrir. C'est un processus qui se fait vraiment, je dirais, naturellement, parce que tu tiens à protéger ce qui vient de toi. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Je veux que tu me reparles quand même de ta grossesse, parce que c'était un phénomène très difficile. C'était une épreuve que je ne souhaite pas. La grossesse, c'est une bénédiction, mais certaines grossesses, dans des conditions difficiles... On pourrait s'en passer. Franchement, ça laisse des séquelles. Oui, c'est vrai. Ça laisse des séquelles. Et celle de Dubaï, je dirais aujourd'hui, 12 ans plus tard, je dirais que c'était un passage que Dieu a bien voulu me faire passer pour qu'aujourd'hui, je sois devant toi et devant ces personnes qui nous regardent pour dire que, voilà, on peut sortir de certaines situations, on peut sortir indemne, hein, c'est-à-dire au niveau du mental, au niveau du physique, on peut sortir. Il y a je veux pas... que tu me dises bien comment ça s'est passé. Voilà, ce que je dois dire. Alors, je me suis retrouvée à Dubaï, j'étais à Abu Dhabi et je prends la grossesse de mon fils. Et bon, voilà, je suis seule à la maison parce que monsieur est en train de chercher la pitance et il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas vraiment les moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Et on rentre aussi dans une période où je dépasse la période, comment dire ça, légale la période légale sur le territoire des Émirats. Donc, c'est vraiment compliqué. Une femme enceinte qui n'a pas les documents, qui se retrouve dans un pays assez compliqué, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai passé cette grossesse dans l'illégalité. Voilà, j'ai passé cette grossesse dans l'illégalité. Et
dès le début, déjà, j'avais commencé à me sentir très mal. Donc, la marche même était difficile parce que j'étais déjà essoufflée quand je marchais. J'avais aussi des problèmes de dents, voilà, du début de la grossesse jusqu'à la fin. Et ça se déclenchait en général les soirs. Donc, imaginez une femme enceinte qui a mal à la dent la nuit, qui ne peut pas aller à l'hôpital, qui est dans voilà, qui n'a pas de parents aussi, qui n'a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas de sœur. C'est un pays où où je ne parlais pas vraiment encore l'anglais et l'arabe. Donc, vraiment difficile. Et les amis que j'ai pu avoir dans cette période-là, on n'était pas vraiment dans la même ville. Donc, j'étais pratiquement seule avec ma fille. Et ça, déjà, c'était vraiment difficile. Après, la petite a 4 ans pendant que... Oui, la petite, elle avait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans quand on arrive à Dubaï. Et quand j'accouche, il y a 4 ans entre les deux. Donc, voilà un peu. Donc, je ne sais même plus où j'étais. Je parlais de... Oui, tu parles de la difficulté, les douleurs, oui, etc. C'est ça. Donc, je parle de ça. Et puis, la grossesse, elle avance. Donc, au bout du 5e mois, du 6e mois, je n'ai pas les moyens, j'ai un peu peur et je ne veux pas aller à l'hôpital. Quand une amie me dit, mais Dari, tu commences à enfler, tu ne penses pas que ce serait mieux de voir un médecin? Je lui dis, mais moi, je n'ai pas de papier, j'ai peur qu'on me rapatrie et tout. Et puis, elle me dit, ah non, 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 il faut y aller quand même, il faut y aller. Et je pars à l'hôpital, je pense à mes 6, 7 mois. Donc, résumant, tu n'es pas allée à l'hôpital du moment où tu sais que tu es enceinte jusqu'à 6 mois de grossesse. Jusqu'à 6 mois de grossesse, je ne suis pas partie parce que j'avais peur. Et j'avais peur. Et puis, bon, c'était vraiment très compliqué financièrement également. Oui, ça. Donc, je trouve le moyen de partir à l'hôpital. Et quand je pars à l'hôpital, le médecin me dit, la dame à l'époque, elle me dit, elle est étonnée en fait. Parce qu'elle me dit, mais la tension que vous avez, madame, c'est dangereux. Je ne peux pas prendre le risque de vous laisser sortir de mes bureaux, de mon officine comme ça et rentrer chez vous parce que vous avez une tension qui avoisine les 17. Et moi, je me promenais comme ça, j'avais des céphalées, mais je ne savais pas vraiment. Je me suis dit, bon, c'est des petits maux de tête. Je n'avais pas conscience de l'état dans lequel j'étais. Et elle m'a dit, ah non, 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 si vous sortez de mon bureau là, que vous insistez pour sortir du bureau, vous signez une décharge. Après, si vous arrivez chez vous à la maison, que vous avez des complications et que vous mourrez, ça à vos risques et périls parce que moi, je ne peux pas prendre le risque. Et je lui ai dit comme ça, madame, j'ai une fille en fait et j'ai personne dans ce pays-là. Je ne peux pas, j'ai pas de moyens de toutes les façons. De toute façon, laissez-moi sortir. Donnez-moi de quoi gérer l'attention pendant quelques jours, histoire que je réunisse l'argent pour l'accouchement et pour tout ce qui va venir avec. Donc, elle m'a dit un peu ce qu'il fallait obtenir, réunir parce qu'il fallait, naturellement, il fallait aller sur une césarienne. J'étais autour de $2000, elle m'a dit. Donc, $2000, ça te fait... Ça te fait combien, je pense 1 million. Je pense 1 million, oui, c'est ça. Voilà. Un peu plus d'1 million. Il fallait chercher les 2 millions pour que je puisse accoucher par césarienne. À césarienne, vu que tu étais parce en que train de faire vraiment très, très fatiguée, la tension, je pouvais faire une éclampsie et tout ce qui va avec. Donc, elle m'a dit ça. Et puis, j'ai pris le risque et je suis sortie. Alors, quand je suis sortie, j'ai essayé d'appeler les parents en Côte d'Ivoire pour essayer de réunir un peu d'argent pour permettre l'opération. Et puis, quand c'est fait, c'était le 25 novembre 2012. Voilà, j'ai pu obtenir de l'argent et j'ai dit à une amie de venir me retrouver pour qu'on puisse trouver la clinique qui allait me recevoir. Te recevoir dans les conditions on va dire administratives dans lesquelles tu étais. Voilà, c'est ça. Parce que c'était assez difficile. C'était difficile. Oui. Et elle a dit, OK, d'accord, il n'y avait pas de problème. Et on a dit, bon, on allait programmer ça. Je lui ai dit, bon, j'ai pu réunir l'argent. Et donc, je pense que d'ici 2-3 jours, parce que la visite où j'avais vu le médecin m'avait dit que j'allais accoucher autour du 4 décembre. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, bon, si le 26, le 27, j'ai eu l'argent le 25, autour du 26, 27, je sais où j'accouche normalement, donc il n'y a pas de problème, ça va le faire. Et c'est comme ça qu'elle elle me dit, bon, je vais te ramener une nounou qui va essayer de t'assister les dernières semaines pour que tu puisses te reposer et puis accoucher dans de bonnes conditions. Je lui ai dit d'accord. Et cette dame qui quand même a ramené une nounou éthiopienne.
Donc, vous savez, les cultures au niveau de la cuisine, c'est pas pareil. Il n'y a pas que genou là-bas. Il n'y a pas que genou. On te lave le poulet, on nettoie un peu avec du citron. Bon, des choses qu'on n'est pas forcément habitué. C'était un peu compliqué. Voilà. Mais bon, elle était là. Et puis, voilà, je me lève et le 27 matin, je prends ma petite valise et je dis que je vais faire un contrôle. Donc, je dis, viens, on va aller. Et puis, je vais dans les hôpitaux, je vais dans le premier. Ils ne me reçoivent pas. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de garder une dame qu'ils ne connaissent pas. Qui n'a pas de papier, qui n'a aucun dossier médical aussi. C'est ça. Et on fait 1, 2, 3. Et 3 hôpitaux refusent de me prendre. Et puis là, en ce moment-là, je commence parce que quand je partais à l'hôpital, il faut préciser que j'avais pratiquement tout le côté gauche paralysé, qui était pratiquement durci, carrément, qui était devenu enflé même pratiquement et dur. Et je ne voyais plus bien, je n'entendais vraiment pas de façon correcte. C'était vraiment difficile à croire quand on te voit que tu as eu un côté pratiquement paralysé. Tout ça, vraiment très, c'était endurci. Et puis, j'étais là et puis je me suis arrêtée. J'ai dit à mon ami, je ne sais pas comment on va s'arranger, mais il faut que j'accouche et après, je vais tout faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je demande à Dieu. Et là, j'étais pratiquement face à mon destin. J'ai dit, Seigneur, débrouille-toi. Mais là, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je lui ai demandé. Et elle a pris son téléphone, elle appelait, et puis elle est tombée sur une autre amie camerounaise qui lui a dit, écoute, il y a un hôpital à la sortie de la ville, c'est un hôpital iranien où elle pourra accoucher sans problème. Et puis, ils sont très bien, ils vont prendre soin d'elle. Et c'est comme ça qu'on est allé là-bas. Et quand j'allais, j'étais vraiment dans un état fatigué. J'étais vraiment fatiguée. On m'a mis dans un fauteuil roulant. Et la dame qui était à l'accueil, c'était une vieille dame. Quand elle m'a vue, elle s'est levée automatiquement. Elle est venue vers nous. Et puis, ma copine lui a dit, elle veut accoucher, mon amie veut accoucher. Et c'est comme ça que les 15 minutes qui ont suivi, on m'a fait rentrer dans une salle. Et puis, on a essayé de gérer au niveau du sang coagulé, tout ce qu'il fallait. Et le médecin m'a dit, écoutez, est-ce que vous étiez allé un peu... comment on appelle ça, aux toilettes. Je dis oui, j'ai fait 4 fois. Il me dit, mais est-ce que vous saviez que vous étiez en train de perdre les os? Ah oui. Je dis, je ne savais pas. Il dit, dans 15 minutes, vous avez eu la chance parce que si vous étiez en train de faire encore 15 minutes dans cet état, vous mourrez, vous et l'enfant. Wow. Donc, on va retirer, on va faire l'opération rapidement. Et j'ai demandé au médecin, est-ce que vous pourrez faire l'anesthésie locale? Parce que j'ai un peu peur, j'ai peur au niveau du cœur et si je reste dedans, il m'a dit, madame, non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà très fatiguée et il faut que vous puissiez vous reposer. Et quand vous allez vous réveiller, vous serez avec vos enfants et la vie va poursuivre son cours. Donc, je n'ai même pas eu le temps de discuter avec le médecin. Il m'a demandé, tu viens de quel pays? Je lui ai dit, je viens de Côte d'Ivoire. Il a dit, ah, tu connais Didier Drogba? Je dis, oui, Didier Drogba. Après ça, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée... Tu connais Didier Drogba? Voilà. On se connaît tous. Voilà. Je me suis retrouvée en salle de réveil, voilà, et puis avec mon enfant à côté. Tu as eu le petit et quelques semaines après, sachant que tu as dû gérer le petit et la petite avec une césarienne, toute seule. Je raconte un peu son histoire parce qu'elle ne va pas vouloir tout raconter. C'est ça. Quelques semaines plus tard, tu rentres à Abidjan. Oui. Et quand tu rentres à Abidjan, justement, comme on disait tout à l'heure, tu décides de te lancer. Oui, parce que j'ai décidé de me lancer parce que déjà, quand je sors de l'hôpital et que je rentre à la maison, là, le processus, il s'accélère, mais de façon très horrible. Parce que je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais mon ordonnance n'est pas avec moi. Oui, et je me rends compte que je n'ai pas mes médicaments. Et une femme qui finit une césarienne, les douleurs après l'accouchement, j'ai passé la journée la plus terrible de ma vie. Voilà. À la sortie de l'hôpital. À la sortie de l'hôpital, parce que ce n'était pas évident. Et bien après ça encore... non, mais quand tu dis terrible, il faut nous dire.
Parce que, C'est terrible, important parce de que... mettre les mots. Je te coupe parce que, tu Mhm. sais, je pense que nous, les femmes, on a tendance à normaliser La douleur. la douleur. Mhm. On a normalisé la douleur, on a normalisé la difficulté. C'est ça. C'est pas normal, quoique, c'est Mhm. ce à quoi on a été condamnés, C'est ça. mais c'est pas pour autant que ce n'est pas douloureux et que c'est pas quelque chose qu'il faut dire. Donc, dis-nous Alors, vraiment. pour entrer dans les détails, un peu... On n'est pas en train d'accuser qui que ce soit, mais C'est l'idée, ça. c'est de ce que tu as vécu le jour Alors, où tu rentres de l'hôpital et que tu n'as pas tes médicaments. c'est ça. Alors, les médicaments, je les remets je remets une ordonnance. Et moi, parce que je ne savais même pas, j'étais fatiguée et tout. Donc, je remets l'ordonnance à quelqu'un pour aller Mhm, prendre les médicaments. Parce que, mhm. bon, l'hôpital, quand je sors, il donne tout ce qu'il faut, au moins pour 2 semaines C'est ça. pour le bébé. Et moi, je ne me rends même pas compte que c'est pour moi, en fait. Mhm. Donc, je sors de l'hôpital, il est pratiquement 11h midi. La personne doit aller acheter les médicaments et Voilà. tout. Et jusqu'à 14h, 15h, 16h, rien. Alors, quand tu sors de l'hôpital, tu es bien traité, tu as comment on appelle ça, des médicaments qui te permettent de gérer les douleurs. Oui, Mais il y a un suivi après quand tu rentres à la maison. c'est Et moi, ça. je ne savais pas. Donc, j'ai remis l'ordonnance à la personne et puis elle était censée aller acheter les Les médicaments. médicaments. Jusqu'à 16-17 heures, il y avait rien. 18 heures, rien. 19 heures, j'appelle, la personne a carrément son téléphone, quand Est je le fermé. décroche, fermé et jusqu'au lendemain. Et voilà. Donc, cette nuit-là, j'ai ressenti, j'avais l'impression de mourir, hein, parce que les douleurs elles sont indescriptibles. C'est comme si on te coupe sans anesthésie, ça repasse dedans. Mhm. Et j'étais seule à la maison La petite. avec la petite et le bébé. Oui, c'est ça. Voilà. Et la césarienne que j'ai eu à faire à Dubaï, il fallait retirer les fils quelques semaines plus tard. C'était pas comme la précédente que j'avais fait à Tunis, où c'était des fils résorbables. Mhm. Alors, le médecin m'avait demandé de ne pas permettre que l'eau Touche. touche pour ne Mhm. pas que ça s'infecte. Et j'étais obligée de me soigner déjà toute seule, ne pas trop m'abaisser également, parce que faut rappeler, j'avais parlé de la nounou, quand je lui dis que j'accouche, elle décide de partir. Donc je ne la vois même pas quand je rentre De l'hôpital. de l'hôpital avec les enfants. Elle était déjà partie. Wow. Elle a laissé la cuisine dans un état de putréfaction, parce que 3-4 jours, c'était vraiment infeste. Et puis, voilà. Donc, je me retrouve avec la petite de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et le nouveau-né dans la maison. Je ne pouvais pas m'abaisser, donc j'étais obligée d'avoir le petit truc des enfants, là, comme on appelle ça, le berceau de l'enfant, Mhm. que je mettais sur le fauteuil pour ne pas à m'abaisser. C'était Mhm. comme le fauteuil était assis en hauteur, je le Mhm. posais dessus, Oui, oui. ça me permettait de gérer les choses. Et j'étais obligée d'attraper les chaises et tout pour me déplacer dans la maison, pour faire le lait, pour faire ce genre de choses, parce que le bébé, il pleure chaque 2 heures Mhm. et en même temps, il y a les douleurs. Donc, à partir de 21h, 22h, c'était vraiment Atroce. atroce. Il fallait moi-même me soigner. Donc, j'ai essayé de faire des choses rapidement, mettre du sachet sur la plaie, plusieurs sachets, la couverture, enfin, des serviettes, Mhm. et puis faire mon bain à l'eau chaude tranquillement. Et c'est à partir de minuit que là, c'était 23h minuit. Parce que si je crie à cause des douleurs, je réveille le bébé Et la fille? et la fille, j'effraie tout le monde. Donc, j'étais obligée de D'étouffer, garder, en fait. d'étouffer ça. Et toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à prier. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est jusqu'à 8 heures que j'ai pu trouver le sommeil. Et à vrai dire, quand je partais retirer les fils, c'était comme si il n'y avait rien. À partir de 9h, 10h, j'ai commencé à marcher Wow. normalement, parce que je ne sais pas si c'est dans la tête que ça s'est passé, mais je me suis dit, là, tu n'as pas le choix. Il faut te lever, parce que tu vas pas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a C'est ça. personne. Donc, il faut que tu te lèves, il faut que tu prennes ta vie en main. Et toute cette nuit, j'ai commencé à penser à ma vie, penser à ce que je voulais pour mes enfants. Et je pense que c'est de là que le déclic est parti. Mhm.
ce déclic-là, surtout par rapport à la spiritualité aussi. Oui. Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a personne. Et le seul médecin par excellence, pour moi, aujourd'hui, c'est Dieu. Voilà, parce que je ressors, quand j'en parle, les gens, ils ne croient pas trop parce qu'ils se disent, c'est sûr, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Mais il y a des témoins. Voilà, il y a des témoins, il y a des personnes qui ont assisté quand même à cette partie de ma vie, donc qui peuvent témoigner de ce que j'ai traversé. En tout cas, bravo. Bravo. Parce que, bravo parce que tu arrives à te relever. C'est ce qui est magnifique. C'est ça. Et avec l'aide de Dieu, bien sûr. Donc, tu rentres à Abidjan, tu te lances, on va avancer très vite dans l'histoire, tu te lances. Tu constates aussi que le petit a un problème. C'est ça. À ce moment-là, déjà, quand tu constates ça, tu te dis quoi? J'ai fait un déni. Ok. Là, j'ai fait un déni. Bon, parce que déjà on va dire ce qu'il... Il est hyper actif. Il est hyper actif. Il n'arrivait pas, à l'époque, à vraiment faire des phrases. Voilà, c'était un peu moment de l'eau. C'était ce genre de choses. D'abord, même ça ne sortait pas. Hein, c'est jusqu'à 4 ans et demi que maman a commencé à sortir. On allait voir un orthophoniste et elle nous a dit, à partir du moment où il dit maman, il faut insister, que la suite ça va sortir. Et tout. Donc, parce que de la première année jusqu'à 4 ans, j'entendais beaucoup de choses, en fait. Ton fils, il est sourd-muet, il ne parle pas, parce qu'il a marché très tard. Il a marché à l'âge de 2 ans et bientôt 3 ans. Il faisait les 4 pattes. Et bon, moi, je me suis dit, il y a des enfants qui marchent tard, il y en a qui marchent tôt, il y en a qui parlent tard. Parce et sa sœur également. Qui marchent tôt, c'est qu'il y en a forcément qui marchent tard. Sa sœur également, elle a parlé très tard. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. Hein, il n'y avait vraiment pas de problème. Jusqu'à ce que je le fasse partir à l'école. Et puis, je vois que quand l'année finit, d'abord, il y a le relevé, on essaie de voir s'il est autonome et tout. Je vois que ça met du temps. Et puis, en fin d'année, parce que je me suis dit, bon, si on vient d'un autre pays, il y a différents langages. La plus grande, elle, quand on rentrait, elle parlait un peu de thaïlandais, elle parlait un peu de français, d'anglais. Mais quand elle est venue à l'école, elle a commencé à parler français. Donc, je me suis dit, bon, lui, peut-être qu'il va mettre un peu de temps. Et puis, ça va se déclencher. Quand le médecin le directeur de l'époque, en son temps, à la fin de l'année, m'a dit, non, madame, on peut pas garder votre enfant. C'était ça le truc. Voilà, on ne peut pas garder votre enfant parce qu'il dérange les autres. Voilà, parce qu'il dérange les autres, il empêche les autres. C'est là que je comprends que... quand il m'a dit ça tellement... De façon normale. Que oui, mais moi, j'arrive à Abidjan, je me bats. En ce moment-là, tu faisais quoi comme pour gagner ta vie? En ce moment, quand j'arrive à Abidjan, j'ai encore envie de sortir du pays. D'accord, pour partir. Je voulais partir en Chine avec mes enfants. Pour faire quoi? Franchement, je ne saurais... Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire. Si je voulais fuir quoi, je ne sais pas. Je me suis dit, après 10 ans, j'ai tourné dans beaucoup de pays, je rentre en Côte d'Ivoire, venir recommencer à zéro. C'est ça. J'étais en pleine réflexion. Et puis, il y a une situation qui est arrivée qui m'a fait comprendre que tu vas aller à l'étranger encore avec des enfants. Il n'y a pas de nounou, il n'y a personne. Toi-même, tu es fatigué. Autant rester en Côte d'Ivoire. Tu as tes amis, tu as la famille. Tu vas avoir le temps de bien voir cette affaire d'éducation pour l'école, pour les enfants. Et puis, quand ils auront une bonne base, si vous devez partir, vous devez partir. Parce que le langage, quand un enfant parle plusieurs langues en même temps dans une phrase, bon, ça prouve qu'il est un peu... il n'est pas très stable. Et voilà, je reste en Côte d'Ivoire. Et quand et donc, dans mon processus de réflexion, je parle à un grand frère qui est un serviteur de Dieu également. Je lui dis, moi, j'ai envie de partir et tout. Puis il m'a dit une phrase qui m'a fait vraiment réfléchir. Il m'a dit, tu sais, un avion, quand il doit décoller, il s'assure d'avoir le kérosène qu'il lui faut. C'est ça. Et quand une voiture aussi doit faire une longue distance, il s'assure d'avoir le plein. Est-ce que tu penses que tu as les ressources nécessaires? Parce que maintenant, tu n'es plus seul, tu as 2 enfants. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution pour toi, cette voie? Tu as un projet que tu nourris dans ton cœur depuis bon nombre d'années. Va le chercher. Commence
et Dieu va t'accompagner. Donc, quand il m'a dit ça, je suis rentrée à la maison, je dis, mais ce gars-là, il dit quoi? Parce que l'objet était déjà pratiquement prêt. Hein? Et bon, je me suis dit, mais après, j'ai réfléchi, je dis, bon, c'est vrai, après, faire les choses de par soi-même, on voit les résultats. Donc, ça me coûte quoi de faire une année à Abidjan et puis je vais déterrer le projet en question, le lancer et puis on va voir ce que ça va donner. Ok. Et c'est comme ça. C'est comme ça s'est lancé, tu as lancé. Félicitations. Mm-hmm. Donc, des années plus tard, enfin, dans ce processus, justement, tu as la gestion de l'enfant. Mm-hmm. La grande sœur, tout va bien. Oui, ça va. Elle est major de oui, sa classe ça, et oui. tout ça. Donc, félicitations aussi à elle. Mm-hmm. Et le petit frère, lui, il faut prendre de l'attention. Oui. Le système éducatif ici n'arrive pas à le gérer. C'est compliqué. Tu lances une entreprise aussi, tu dois chercher des clients. C'est ça. Tu dois gérer l'entreprise, gérer les prestataires, les oui. employés, l'équipe, tout ça. Oui. Et comment tu fais? Je voulais poser plusieurs questions, mais en vrai, c'est... En fait, tu fais comment? Ce que je peux dire toujours, et je reviens toujours là-dessus, c'est une grâce que Dieu a eu à me faire. Parce que c'est au travers de cette expérience que j'ai pu me découvrir moi-même. D'accord. Voilà, c'est au travers de cette expérience très difficile que j'ai pu me découvrir. Parce que quand on a des enfants et qu'on est en monoparental, l'instinct de survie, il est très, très, très décuplé. D'accord. Donc, je commence à lister tous mes besoins. OK. Je commence à lister tous mes besoins et je me dis, la seule chose qui va me permettre de me déployer vraiment, c'est d'avoir une aide à la maison qui va gérer les enfants. Les enfants, oui. Et moi, j'aurai cette faculté de pouvoir chercher, sortir et chercher les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Donc, je demande, vraiment, je passe un temps fou à chercher celle qui va rester à la maison pendant que moi, je suis dehors en train de chercher les enfants. Et quand je la trouve, je lui dis, voilà, voici ma situation. Je la fais asseoir clairement. Je lui dis, voici ma situation. Voilà ce que j'ai traversé. Et j'ai vraiment besoin de toi pour m'aider. Oui. Voilà, pour m'aider parce que je n'ai pas le choix. Et il faut que je m'en sorte. Et c'est une grâce encore. Elle a vraiment aimé les enfants et elle est restée avec moi pendant des années. Donc, pendant qu'elle était à la maison et que moi, j'étais dehors, parce qu'au lancement de 360 en salle de répétition, je me rappelle, on travaillait tous les jours. Je sortais de chez moi à 7h30 et je rentrais à 2h, 3h du matin. Oui. Parce qu'il y a des enfants, le lait, quand on tape le matin, il y a le lait de tel, il y a la couche de lui là, il y a le lait de tel. Et une seule activité ne pouvait pas me permettre de pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Bien sûr, et quand tu lances une entreprise, il ne faut pas qu'on se monte. Il ne faut pas qu'on se monte. Tu n'es pas non plus en train de rouler sur l'or, donc tu es en train de créer toute cette valeur et tout ça. Voilà. Et donc, il fallait multiplier les activités. Donc, en ce temps, il y avait une dame qui avait son espace, qui faisait, c'était comment on appelle ça, un conteneur. Donc, j'ai eu une entrée d'argent, j'ai essayé de m'asseoir, et puis je me suis dit, tout ce qui est location et tout ça, ça a un coût. Si je fais un salon de coiffure, ça pourrait me faire entrer de l'argent tout le temps. Donc, j'ai fait le salon de coiffure, j'ai utilisé le conteneur à l'époque pour faire le salon de coiffure. Et je suis allée à Noé, je pense, j'ai acheté un casque, oui, et puis un casque, et puis quelques mèches, je pense que j'ai pris pour 60 000 ou 70 000 de mèches. Mais c'était vraiment pas ça mon truc. Et j'ai eu l'idée de mettre ma terrasse, d'offrir ma terrasse à certaines vendeuses, à certaines tresseuses. Voilà. Très bien. Donc, elles, puisqu'elles avaient déjà leurs clientes, elles avaient besoin d'un endroit où il fallait facilement les retrouver. C'est ça. Donc, je leur disais, venez, vous avez ma terrasse, vous tressez comme vous voulez, mais juste que vous me payez un loyer par jour. Super. Et donc, j'avais pratiquement 8 à 9 filles, je pense une dizaine de filles sur ma terrasse. Et ma nounou, puisque l'autre, la petite, elle partait déjà à l'école, ils étaient à 2 pâtés de maison. Donc, je lui disais à midi, tu sors et tu fais de la loco. Bravo. Donc, elle faisait de la loco là. Donc, c'est devenu un petit... Oui, un petit, il y avait le salon, un petit hub. Voilà, il y avait le salon de coiffure. Oui. Moi, je disais, vous me ramenez, quand vous ramenez vos clientes, vous me payez mon loyer, mais vous achetez les mèches chez moi. C'est ça. Le salon de coiffure, il est là.
mais c'est juste pour laver les cheveux et tout. Donc, on n'avait pas de problème à Et ce donc, niveau. toi, ça t'évitait d'avoir des coups de coiffeur, Voilà. payer des coiffeuses, les gérer. Voilà. Non, j'avais pas ce Tranquille, ce problème-là. problème. Voilà. Moi, c'était uniquement pour faire les mises en forme. C'était Oui, juste ça. super. Et puis, il y avait constamment des tresseuses et ça me faisait encore une autre entrée. Et comme je bougeais beaucoup à l'époque, j'avais des grands frères qui étaient un peu dans la vente de voitures et tout. J'ai demandé aussi à avoir des occasions pour vendre des voitures. Voilà. Donc, je demandais à des amis, est-ce que vous pouvez vendre une voiture? Je venais de Dubaï. Bon, les gens en ce moment faisaient venir des voitures Voiture de Dubaï. également. Donc, j'étais vraiment dans cette optique. Et puis, il ne faut Ok. pas mentir aussi, les parents aussi ont On contribuait, pu, bien voilà, sûr. à me soutenir Oui. aussi. Parce qu'il ne faudrait pas venir dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, Voilà, il faut dire la vérité aussi. Les parents aussi ont contribué à m'aider un tant soit peu pour la gestion des enfants. Parce qu'il arrivait des fois où, je me rappelle, il y a des fois où j'étais en train de gérer une sonorisation quelque part, je pense à l'université, une nuit, il y avait un concert et ma mère a dû rapidement aller chercher mon enfant à la maison pour le faire hospitaliser. Ouais. Donc moi, je sors à 2h, 3h du matin, capoute, il faut suivre l'hôpital. Mais c'est vraiment, vraiment beaucoup, il faut beaucoup prendre sur soi. Et quels seraient les conseils que tu donnerais justement quand tu sors du feu pour revenir, on va dire, finalement, devenir de l'or? C'est ça. Dans le feu, si tu dois donner quelques conseils à une femme qui traverse ce feu-là en ce moment, d'une autre manière aussi, hein, chacun gère son feu. Chacun gère son feu. Alors, ce que je voudrais dire, parce qu'il y a des conseils, quand on dit et que certaines personnes écoutent, ça fait too much. Oui, je vois. Voilà. Pour avoir vécu certaines situations, il y a des conseils, quand on les entend, ça ne touche pas vraiment parce que la personne qui m'écoute va se dire en ce moment, mais est-ce qu'elle sait ce que je vis? Est-ce qu'elle comprend en fait? Est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de vivre? C'est vrai. Ma sœur, ma grande sœur, ma petite sœur, ma fille même, quand tu vis ton moment, c'est ton moment difficile. La personne qui peut vraiment t'aider, qui peut ressentir vraiment ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps, tu peux te confier qu'à Dieu seul. Je reviens toujours. Parce qu'une amie, un ami, c'est bien. Ça, c'est un poids. Ça vient même en général, même bien après. Hein? Parce que dans les relations humaines... Ils sont même pas la nuit quand tu es assis dans ton lit et puis tu es comme ça. Oui, parce que quand tu pleures, c'est yako, mais la douleur, c'est du temps. Dans ta chair. Moi, je peux dire, moi, quand j'avais mes moments difficiles, c'est en ce moment-là que j'ai pris la peine de lire la Bible. Et je l'ai lu, je ne l'ai pas lu, je l'ai médité. Parce que dans mes moments difficiles, il y a deux passages, deux histoires qui m'ont vraiment interpellée en ce moment-là. Il y a eu l'histoire de Daniel. Oui. Quand on parle de Daniel, on dit que Daniel était auprès des rois et voilà, c'était une personne influente en son temps. Mais avant, quand on parcourt l'histoire de Daniel, il fut mentionné dans la Bible qu'il était dans la fosse aux lions. C'est ça. Attendez, c'est pas écrit, c'est une réalité. Donc la fosse aux lions, c'est toutes sortes de choses. C'est la peur d'être mangé, de mourir. C'est vraiment tout ce qui se passe en interne, c'est tout qui bout. Mais il y a eu une solution. Quand tu prends également la vie de Joseph, oui, il y a eu encore ces difficultés. Donc, il ne suffit pas de lire les paragraphes, mais c'est de s'arrêter pour commencer à se projeter dans la vie de ces personnes-là, qui sont devenues des personnes influentes un peu plus tard, pour dire que ce n'est pas que des passages. Parce que même encore, quand je vais encore, parce que c'est des personnes qui m'ont vraiment... L'histoire de Daniel m'a vraiment intéressée, celle de Joseph également. Et puis, je me suis dit, mais même David, parce que David il a intronisé roi, mais c'est des années plus tard qui manifeste ça. Bien sûr. Donc, dans ces moments difficiles, tu te dis, tant que tu n'es pas mort, parce que la mort, là, Dieu peut dire à l'instant, là, c'est fini. Mais tant que les minutes commencent à... Quand ça continue et que tu as encore le souffle de vie, tu te dis, je vais y arriver. Tu dois te dire ça à toi, voilà, je vais y arriver. Je dois y arriver, je vais y arriver. C'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais ça va finir par s'arrêter.
Parce que même le cœur, le cœur, là, il bat, il monte. Quand tu regardes tu regardes choses, il y a des moments de haut et il y a des moments aussi de bas. C'est ça qui fait qu'il y a la vie. Il y a la vie. Donc, la vie aussi, c'est comme ça. Il y a des moments difficiles, il y a des moments aussi de bonheur. Et il faut savoir les apprécier. Les moments de difficulté sont des moments d'apprentissage. C'est le moment où on te forge un caractère, où la vie te forge un caractère. Parce que ce genre de choses, quand elles arrivent, très souvent, c'est pour te préparer à autre chose. Oui. Si je n'avais pas eu ces moments de difficulté, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Et tu ne serais pas, parce que je vais couper, parce que tu ne serais pas en train de produire quoi? Secret voilé. Je suis en train de préparer un film. Un film. Donc, on passe de location de terrasse, vendeuse à locaux. Voilà. Vente de voitures. Vendeuse de voitures. Voilà. Société, voilà. Mais aussi aujourd'hui, la productrice de cinéma qui va sortir un film. En mai. Voilà. En mai. Voilà, en mai. Ah, super. Voilà. Donc c'est vraiment... et ce sont des moments où on est seul. Il faut et je dirais à quelqu'un qui m'écoute, dans ces moments-là, tu es seul, mais ce sont des moments où tu dois apprendre à t'écouter, à te connaître. Parce que quand tu n'as pas ce genre de moment dans ta vie, tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment. Bien sûr. Tu ne peux pas décider de ta vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes, vous marchez à tel projet. Oui, c'est bien, c'est du bruit. Mais et toi, ta vie, tu vas où? Est-ce que tu connais ce dont tu es capable en réalité? Ouais. Donc, accepter ces moments de difficulté. Toutes les personnes qui, aujourd'hui, quand on voit sur les feux des projecteurs, peut-être elles ne vous disent pas la vérité. Bon, on ne peut pas juger parce que tout ce qui brille aussi n'est pas forcément de l'or. Mais pour des personnes qui restent dans le temps, qui impactent dans le temps, elles ont payé un prix. Acceptons de payer le prix. Ah, et c'est un mot que je pense qu'on a trouvé notre belle conclusion. Voilà. Et passer à notre petit moment. Merci Darine. Je me l'assois de parler avec toi. Je voulais te proposer de citer une superwoman qui t'inspire, une ou plusieurs. C'est le shout out to superwoman. Je sais pas pourquoi je dis ça en anglais, mais c'est ça. C'est de... Comment on dit ça en français? En tout cas, je dédie ce morceau. Voilà, dédicace spéciale à une femme justement qui t'a marqué. Voilà, donc vous aussi en commentaire, on vous demande de mettre en commentaire des femmes dont l'histoire vous a inspiré, peut-être une histoire qui est similaire à celle de Dari ou d'autres, de nous mettre en commentaire votre superwoman. Moi, comme ça, parce qu'il y en a plein, je dirais, il y a une dame qui m'a vraiment, quand j'ai essayé de voir un peu son parcours, c'est Oprah. Oprah, oui. Voilà. Oprah, je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens dans le monde. Elle continue toujours de me fasciner. Et voilà. Après, c'est pas qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas créer des problèmes. On n'a qu'à les regarder en haut là-bas. C'est mieux. Voilà, sinon Oprah. Merci beaucoup, Dari. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ok, maintenant on va passer à la masterclass. Dari va nous partager son expérience spécifique en tant qu'entrepreneur sur la gestion justement de cette vie d'entrepreneur et la maternité en quelques clés. Donc, je laisse la parole à Dari et c'est à ton tour. Merci Dari pour cette masterclass. Merci d'avoir partagé ton expérience. On aurait parlé des heures et des heures encore parce que vraiment tu es super inspirante. Je te souhaite le meilleur. Est-ce que tu as quelque chose à partager en dernier mot? Et surtout n'oublie pas de nous donner ton actualité. Alors, en dernier mot, ce que je voudrais dire, accrochez-vous encore à Dieu. C'est ça, c'est vraiment la base parce que ce n'est que là l'essence en fait de la vie. Donc, tout ce qu'on va vous dire au début, à la fin, c'est bien beau. Mais la réalité, c'est de vivre vraiment attaché au Seigneur. Ensuite, la deuxième, j'avais posé quelques questions encore. C'était ça? Ton actualité. Mon actualité, il y a le film Secret voilé. Voilà, qui arrive en mai. Qui parle de quoi? Dis-nous. Qui parle d'une famille qui vit dans le bling-bling, une belle famille qui est vraiment que les gens adulent. Un monsieur qui a réussi, une dame également. Ils ont 2 enfants. Un qui est dans la drogue et puis une qui essaie de sortir un peu de l'eau.
Et puis, il y a beaucoup les parents ont des secrets. Voilà. Donc, je vous invite à rester scotché et puis à attendre ce film qui va tout déchirer. On a Voilà. hâte. Et On a ça hâte. va tout déchirer. Merci Voilà. beaucoup, Dari. Je t'en prie. À c'est bientôt. moi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Ayana, Superwoman et les miennes. Merci à Abidjan Podcast, l'équipe Choc. Merci à Uniwax qui soutient ce podcast, à Kiwa Style qui m'a habillée, à mon équipe, toujours support système. Et n'hésitez pas à commenter, à partager au maximum de personnes. Merci beaucoup. À bientôt.